Oui, c'est aux statisticiens que Monique Baudouin s'adressait pour introduire le colloque du mouvement des chrétiens retraités qui porte sur l'engagement des personnes âgées. Alors, ancien de l'INSEE, donc un service l'INSEE que vous connaissez bien puisque c'est l'INSEE qui réalise les recensements de la population, qui réalise toute une série d'enquêtes auprès de la population, qui calcule l'indice des prix, etc. Eh bien, j'essaierai de faire profiter de l'expérience acquise pour vous proposer des éléments de débat plus quantitatifs que qualitatifs. Les chiffres, en effet, ne rendent compte que partiellement de la réalité, mais ils sont un instrument de débat utile pour tous ceux qui refusent les idées reçues, qui cherchent à voir ce qui se passe au-delà de leur horizon. Donc, pour ne pas alourdir la présentation, donc pour éviter d'être fastidieux en déroulant des séries de chiffres, eh bien, j'ai prévu de mettre en ligne cette intervention et de l'accompagner de quelques tableaux statistiques que je ne présenterai pas là, et également d'un certain nombre de liens qui vous permettront d'aller plus loin. Alors, ces liens, c'est ce qui va me permettre de faire la première transition. Dans la mesure où maintenant, avec Internet, on dispose de liens d'un type nouveau. L'Internet, ce média devenu incontournable, pour le meilleur et pour le pire. Ce sont des liens qui permettent à tout un chacun d'accéder gratuitement à des mines d'informations quasiment donc inépuisables. Des liens qui permettent aussi d'aller à la rencontre des autres et de les épauler le cas échéant. Alors on dira, des liens qui libèrent, sachant que je ne vais pas ici prôner les liens qui aliènent. Il en est du numérique comme ce qu'il en fut autrefois du chemin de fer, de l'automobile, et demain des nouvelles technologies parfois un peu inquiétantes. Il faut savoir s'en accommoder plutôt que de les rejeter. Donc, autrement dit, la première chose que je vais faire, c'est de regarder ce que dit l'INSEE, si vous voulez, de la possession d'Internet, de l'usage d'Internet. Donc, l'INSEE réalise régulièrement donc des enquêtes dites auprès des ménages et de temps en temps, enfin régulièrement, pardon, introduit des thèmes, alors des thèmes particuliers, spécifiques. En l'occurrence, l'enquête de 2010, ça remonte déjà à 3 ans certes, mais l'enquête de 2010 posait des questions aux ménages sur le taux de possession d'Internet. Il apparaissait alors que les 2 tiers des ménages étaient connectés à Internet et on pouvait voir ce qu'il en était des ménages dont la personne de référence, disons, était âgée. Et on pouvait voir alors qu'il y avait encore un écart important dans l'usage d'Internet, puisqu'il y avait, je crois, 44% de la population des 60-74 ans qui l'utilisait, mais surtout, il n'y en avait que 8% pour les 75 ans et plus. Alors, on constatait également une chose très intéressante, s'il vous plaît. C'est pour les personnes donc, qui disposent d'Internet, qu'est-ce qu'ils en font, comment est-ce qu'ils l'utilisent. Et là, j'ai comparé uniquement pour certains usages, j'ai fait une sélection, la fréquence d'utilisation donc d'Internet pour certaines activités, pour certains usages. Alors, si on regarde le graphique qui est facile à lire, on voit qu'il n'y a qu'un seul écart important entre les personnes dites âgées, les seniors, et la moyenne. Il s'agit en fait de l'usage d'Internet pour les conversations, le forum, le chat, si vous voulez. Bon, le chat. Pour le reste, on voit que les taux d'utilisation, la fréquence d'utilisation est à peu près la même, et même on pourrait dire que les personnes âgées l'utilisent davantage, c'est aussi parce qu'ils ont le temps, pour les conversations avec les liens, si vous voulez, avec la famille, l'information pour la santé. Et si on regarde la question des achats, eh bien, on voit que déjà les seniors utilisent Internet pour l'achat de produits alimentaires, pour l'achat de billets, etc.
Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir que les seniors, quand ils ont accès à leur, comment dire, quand ils ont accès à Internet, ils en sont des consommateurs, je dirais, normaux. Donc se pose la question de savoir s'il n'y a pas un retard à combler en la matière, dans la mesure où non seulement l'Internet est important donc pour obtenir de l'information et autres, mais c'est aussi une façon de maintenir le lien social. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir autour de soi des personnes disponibles, pourvues d'un minimum de sens pédagogique, hein, qui implique l'empathie nécessaire pour se mettre dans la situation des gens qui ont quand même quelques difficultés, hein, à se mettre au clavier. Donc voilà, en ce sens, Internet est cause d'une fracture sociale que l'on pourrait essayer de réduire par le bénévolat. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, avant de revenir sur le thème de l'engagement, et sans insister beaucoup, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de points que vous connaissez forcément tous plus ou moins, mais qu'il est toujours utile de rappeler. Alors, tout d'abord, la population mondiale, dont vous savez, à peu près actuellement est estimée à 7 milliards d'habitants. On sait maintenant que l'on ne devrait pas dépasser 10 milliards, puisque dans la plupart des pays, maintenant, la fécondité a fortement diminué. Elle n'est pas appelée à remonter d'une façon sensible, hein, et d'autre part, il y a un allongement de la vie que vous connaissez bien et que globalement, on peut s'attendre, si vous voulez, à une croissance encore de 2,5 milliards à peu près d'habitants d'ici 2030. Ce sont des projections de l'ONU. Alors, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que, eh bien, la croissance va se faire de façon très sélective dans un certain nombre de pays, et notamment l'Afrique centrale, hein, de l'Est à l'Ouest quasiment, le Nigeria, vous le savez, le Congo, etc. Et elle se fera également en Amérique du Sud, mais beaucoup moins en Asie, sauf localement. Alors, il ne faut pas oublier que dans ce monde, quand même, qui va continuer encore à croître, même relativement peu, eh bien, le poids de l'Europe va diminuer, puisque on peut considérer que dans 20 ans, l'Europe ne représentera plus guère que 5 à 6% de la population mondiale. Quant à la France, ce sera 0,7%. Ce sera en gros le poids de Strasbourg dans l'ensemble de la France. Voilà. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, alors qui nous intéresse davantage, c'est la transformation radicale des structures de population par âge. Et on sait effectivement que certains pays vieillissent, alors on en parle beaucoup chez nous, on en parle pour l'Allemagne, mais sait-on que le Japon, qui est aujourd'hui le pays le plus vieux du monde, eh bien, était encore, il y a un demi-siècle, alors c'est très court, un demi-siècle, un pays très jeune, aussi jeune que le Ghana aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 50 ans, si vous voulez, vous avez une pyramide des âges qui s'est complètement modifiée, au point que si l'on fait des projections, eh bien, on pense, si vous voulez, qu'il y aura seulement au Japon presque 1 million de centenaires dans une vingtaine d'années, enfin 30 ans peut-être. Hein. Tout ça, ce n'est pas évidemment très précis, mais ce sont des chiffres qui sont extrêmement impressionnants parce qu'elles montrent l'ampleur, si vous voulez, du vieillissement. Or, ce qu'on ne sait pas, ou pas bien, c'est que le vieillissement ou la vitesse du vieillissement qui est calculée par les démographes, la vitesse de vieillissement d'un pays, elle est infiniment plus rapide dans les pays du Sud que chez nous. On considère par exemple que la Chine vieillit, enfin en termes de l'indicateur des démographes, à une vitesse 5 fois plus rapide que la France, une vitesse de vieillissement 5 fois plus rapide que la France.
Donc, il sera très difficile à certains pays comme la Chine et plus tard à l'Inde de maîtriser le vieillissement. Et en comparaison, si vous voulez, le vieillissement qui nous touche, nous, en France, eh bien, apparaît, je dirais, comme un long fleuve tranquille. Hein. Ce n'est pas très inquiétant, même si on en parle beaucoup, parce que ça posera quand même quelques problèmes, des problèmes réels en matière de retraite assurée. Alors, je n'ai pas prévu de vous montrer beaucoup de documents sur les projections. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous invite très vivement à regarder les sites de l'INED, enfin de l'INSEE d'abord, et de l'INED. Alors, l'INSEE propose, et c'est un accès extrêmement facile, des pyramides animées de la population. Donc on aurait pu les présenter ici, mais je n'étais pas trop sûr de moi pour le faire. Montre comment la population vieillit, si vous voulez, par un déplacement de la pyramide des âges de 1900 jusqu'à 2050. C'est tout à fait intéressant et vous l'avez par région. Donc ça, c'est tout à fait une chose que vous pourrez voir quand vous rentrerez chez vous. C'est tout à fait impressionnant et instructif. Je vais simplement vous montrer une pyramide. Alors, l'INED, excusez-moi, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui est plus encore que l'INSEE chargé d'étudier les problèmes de démographie, eh bien, de son côté, réalise toute une série de pyramides animées pour l'ensemble du monde et par grands pays. Et ça aussi, si vous voulez, c'est extrêmement impressionnant. Alors moi je me suis contenté simplement d'afficher, mais sans insister lourdement, sur une pyramide, une double pyramide, si je puis dire, qui compare la situation de la France, c'est quand même le pays qui nous intéresse ici, avec l'ensemble de l'Europe des 27. C'est la pyramide actuelle, c'est tiré d'une publication de l'INED. Et simplement, je voulais vous montrer, vous la regarderez naturellement de plus près, je voulais vous montrer surtout la différence sensible qui apparaît sur la base de la pyramide entre la France qui maintient, si vous voulez, une fécondité relativement importante. On a pratiquement en première approximation, un maintien, si vous voulez, des effectifs de population chez les jeunes par rapport aux générations plus âgées. Et puis, alors, on voit également le poids relatif, si vous voulez, des situations spécifiques de la France. Mais ce qui est important là de faire ressortir, c'est le gonflement de la population aux âges intermédiaires, ces fameuses générations nées après la guerre, qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite et qui vont gonfler progressivement les effectifs des seniors. Alors maintenant, je voudrais vous proposer deux cartes, s'il vous plaît. Alors, là aussi, je vous renvoie à des sites statistiques qui sont bien faits. C'est donc les sites d'Eurostat. Eurostat, c'est le sigle, le nom qui correspond, si vous voulez, à la statistique européenne. C'est un service donc de la Commission qui, en quelque sorte, fédère les différents instituts nationaux de statistique, c'est-à-dire chaque pays, comme l'INSEE, l'Allemagne c'est de Statis, etc. Chaque pays dispose d'un institut de statistique et au niveau européen, eh bien, dans le cadre de la subsidiarité, c'est-à-dire chacun fait en gros ce qu'il veut, comme il veut, mais il est quand même très fortement sollicité, dans l'intérêt de tous, pour la réalisation, la publication, si vous voulez, de résultats d'enquêtes ou de travaux qui permettent des comparaisons entre les différents pays. Alors, dans le cadre de l'année européenne du vieillissement actif, eh bien, on trouve un certain nombre de documents. J'ai ici retenu une carte correspondant à ce qu'on appelle la dépendance. C'est un ratio de dépendance
qui rapporte en quelque sorte le nombre d'allocataires théoriques, enfin les seniors, rapportés, si vous voulez, à la population susceptible de cotiser. Je dis susceptible, c'est potentiel parce qu'il est évident qu'il y a dans la population de référence des étudiants, des gens qui ne cotisent pas, évidemment, aux assurances vieillesse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si vous voulez, la situation très contrastée entre les pays. Hein. On voit des tâches très nettes. Alors les tâches, naturellement, les plus sombres correspondent aux situations locales, correspondant, si vous voulez, à un pourcentage relativement de personnes âgées très important. Donc du sud, on voit l'Espagne de l'Ouest, le Portugal, on voit le sud de la France et on voit naturellement l'Allemagne, mais aussi l'Italie du Nord. Alors, là non plus, je ne vais pas insister beaucoup. Les pays de l'Est, enfin la Pologne, la Tchéquie, etc., ont des indicateurs extrêmement favorables sur ce plan. S'il vous plaît. Alors, j'ai également proposé, si vous voulez, un zoom sur la situation française, avec un regard quand même sur les pays voisins, qui montre bien, si vous voulez, l'effet frontière qu'il y a encore, notamment entre l'Allemagne et la France. C'est extrêmement intéressant, si vous voulez. Les frontières, elles demeurent en quelque sorte en matière démographique. C'est aussi, pour moi, l'occasion de rappeler que la charge du vieillissement va toucher de façon très inégale les différents territoires. Donc dans les villes en général ou dans les régions du nord de la France, la situation est plutôt favorable. Dans les régions du sud, les régions qui cumulent, si vous voulez, un apport migratoire de personnes âgées, mais surtout, si vous voulez, une population modeste, parfois très modeste, hein, dans les régions agricoles du centre de la France, eh bien, il va manifestement y avoir à terme, si vous voulez, des difficultés, si vous voulez, de financement. De même dans certains territoires anciennement industriels. Donc là aussi, si vous voulez, c'est un problème important qu'il ne faut pas oublier, c'est les disparités territoriales et l'isolement qui correspond, si vous voulez, à cette disparité. Sans compter, je pourrais aussi le dire, mais on pourrait continuer longuement, et il y a le cas particulier, si vous voulez, des lotissements des villes, hein, qui posent de plus en plus de problèmes pour le troisième âge. Alors la question, oui, non, c'est pas grave. La question qu'on peut se poser, si vous voulez, c'est à quel âge est-on vieux pour le statisticien? C'est important parce que nous avons un problème si vous voulez, qui n'est pas facile à résoudre. C'est la multiplicité des indicateurs, en ce sens que tantôt vous allez trouver des ratios qui vont prendre comme seuil, si vous voulez, de vieillesse, qui vont prendre 60 ans, d'autres fois 65 ans, d'autres fois on va dire 75 ans, parce que bon, maintenant, si vous voulez, les choses ont changé. Il y a 30 ans, 40 ans, je crois, on trouvait encore dans certains ouvrages de démographie le qualificatif de vieillard pour parler des personnes de plus de 55 ans. Donc, ça, je l'ai lu récemment, je l'ai vu. Ce qui prouve bien, si vous voulez, que les choses changent beaucoup, mais ce qui est important là, c'est la difficulté pour le statisticien de fixer des règles. Parce que les indicateurs que l'on va créer, donc les discussions qui vont ensuite porter autour de ces chiffres, vont beaucoup dépendre du choix qui aura été fait. Voyez, et ça, c'est important et c'est pas facile puisque les choses sont très mouvantes. Hein. Alors, je me suis amusé à regarder quel était l'âge à partir duquel les Européens se considéraient comme âgés. Justement, dans le cadre de cette année du vieillissement,
L'Eurobaromètre dont je reparlais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait c'est l'institution qui a été créée par Bruxelles pour faire des enquêtes d'opinion auprès des Européens, a posé entre autres choses une question justement sur la perception de la vieillesse. Et il apparaît alors, c'est intéressant, qu'en moyenne, les Européens considèrent qu'on est vieux à 64 ans, oui. Et pour les Français, eh bien, l'âge de la vieillesse, c'est 2 ans de plus, 66. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre les pays. Et là, je n'ai pas cherché à expliquer, mais c'est des sujets de discussion, de réflexion plutôt. C'est de savoir pourquoi, par exemple, c'est 60 ans, l'âge auquel les Allemands se considèrent comme âgés, et au contraire, en Belgique, ce serait 68 ans. Vous voyez, ça fait quand même 8 ans d'écart pour 2 pays qui sont quand même limitrophes. Voilà des questions, si vous voulez, auxquelles je n'ai pas le moindre élément de réponse, mais qu'il serait intéressant, si vous voulez, d'étudier. C'est l'occasion de dire que, justement, l'Eurobaromètre ne donne pas dans ses, si vous voulez, dans ses présentations de résultats, n'induit nullement, si vous voulez, dans les réflexions à tirer des chiffres. Il publie des résultats bruts, simplement, et c'est à chacun d'essayer de comprendre. Bon, alors autre chose, eh bien, notre système social crée donc une dichotomie entre les personnes dites actives et les autres, et forcément, à partir du moment où vous franchissez le seuil de la retraite, eh bien, malgré vous, vous avez quand même forcément l'impression, si vous voulez, de passer d'un monde à un autre, et dans une certaine mesure, c'est aussi une façon de voir ce qu'il en est de la vieillesse. Il reste que, au-delà de toutes ces considérations, on préférera quand même une définition donnée par un biologiste, Jean-Didier Vincent, qui dit « est vieux celui qui ne construit plus son avenir ». C'est une définition très intéressante, bien sûr, mais qui n'est pas tellement adaptée, qui n'est pas très bien adaptée à la définition d'indicateurs statistiques. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Voilà, alors maintenant, je vais revenir, si vous voulez, au sujet qui nous intéresse directement, c'est-à-dire en fait l'activité des personnes âgées et notamment le bénévolat. J'ai donc repris une formule que je trouve intéressante, bien connue de Kennedy. Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bien, je crois que c'est très bien. Enfin, disons, c'est une formule à laquelle tout le monde peut souscrire, et notamment quand on arrive à l'âge de la retraite. Donc le passage de l'activité à la retraite est toujours une rupture, et notamment pour ceux qui s'étaient fortement investis dans leur travail, parce qu'ils étaient contraints ou par passion. Et tout d'un coup, eh bien, ce n'est plus l'employeur qui décide du programme d'emploi du temps, mais c'est la personne elle-même, et beaucoup, ne sachant pas choisir, eh bien, se retrouvent avec l'impression d'être dans le vide, avec l'impression, si vous voulez, d'être totalement inutile à la société. Il reste que ceux qui avaient l'expérience, si vous voulez, du contact avec les autres, qui avaient l'expérience du bénévolat, eh bien, ont en moyenne, semble-t-il, beaucoup plus de facilité pour prolonger, pour passer, si vous voulez, d'un cap à l'autre. Alors, sur ce thème de la transition, il y a énormément de données statistiques intéressantes. Alors, des données notamment qui portent sur le nombre d'années qu'il reste à vivre à l'âge de 60 ans, par exemple, et sachant que l'on distingue notamment l'âge de grande forme, si je puis dire, pendant lequel on est susceptible d'avoir des relations avec l'extérieur, c'est donc l'âge, je dirais, du bénévolat pour beaucoup. Ensuite, si vous voulez, une période où on se retire un petit peu, si vous voulez, tout en étant encore en bonne santé. Et puis, le troisième moment, c'est le moment, trop souvent, si vous voulez, de la dépendance. Alors, en revanche, j'ai retenu un chiffre qui était pour moi très intéressant, qui illustre bien l'inégalité flagrante dans laquelle se trouve la population en général, c'est celui de l'usure, on pourrait dire l'usure au travail.
d'un livre dont je donnerai les références, eh bien, on lit un tableau, si vous voulez, qui montrerait que 63% des femmes qui ont exercé un emploi d'ouvrière, eh bien, étaient fatiguées, si vous voulez, et ne pouvaient guère avoir d'activité extérieure. La pourcentage est de 43% chez les hommes ouvriers et de 20% seulement chez les anciens cadres supérieurs. Je crois qu'à travers ça, on voit bien, si vous voulez, les défis dans lesquels se trouve la société qui devrait faire un effort, mais ce n'est pas facile, si vous voulez, pour rendre le travail plus égalitaire, mais on en est bien loin. Alors, plus anecdotique, si vous voulez, j'ai essayé de regarder, j'ai regardé ce que disait l'INSEE du temps, de l'occupation du temps. Alors, l'INSEE réalise régulièrement, comme d'ailleurs d'autres pays, les enquêtes budgétantes. Les 24 heures du français moyen, sachant qu'on va distinguer l'usage du temps selon que l'on est actif, inactif, retraité, etc. Et la comparaison un peu brutale, discutable certes, mais enfin c'est assez amusant, entre la moyenne des actifs salariés et la moyenne des retraités, eh bien, n'est pas surprenante, mais fait réfléchir. On peut considérer qu'en gros, il y a, en moyenne, y compris sur les 7 jours, à peu près 6 heures de temps libéré au moment de la retraite. On peut considérer que 40 minutes de ce temps sont occupés pour eh bien, un peu plus de temps qu'on se donne pour dormir, pour le temps dit physiologique. En gros, 1h20 pour le travail domestique, ce qui est normal. 2 heures pour le loisir, dont 1h20 pour la télévision. Sachant qu'il restera du temps pour ce qu'on appelle la sociabilité. Et la sociabilité, ça va être eh bien, le temps que l'on consacre aux relations avec les autres, la conversation, le téléphone, le courrier, les visites, etc. Et là, on a guère comme augmentation du temps approximatif, un quart d'heure de plus. Autrement dit, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est une forme de concurrence entre si vous voulez, le temps que l'on va consacrer aux autres, en quelque sorte, la sociabilité, et le temps que l'on va consacrer à la télévision. À ma grande surprise, c'est une petite parenthèse, j'ai vu que, et ça c'est une bonne chose, en moyenne, on consacrait 30 minutes de plus à la lecture, ce qui m'a un peu surpris. C'est à mon avis une bonne chose. Mais pour revenir à notre problème, c'est donc, il y a 15 minutes pour la sociabilité, 1h20 pour la télévision, donc on pourrait imaginer qu'il y a de la marge si on arrivait, si vous voulez, à capter un petit peu de ce temps pour le regard sur les autres. Une autre chose aussi sur laquelle je voudrais insister, parce qu'on ne le sait pas bien, je crois, c'est que malgré la crise, malgré les difficultés du marché du travail, eh bien, on a assisté au cours des 10 dernières années à une augmentation des taux d'emploi, c'est-à-dire de la proportion de la population qui à 60 ans et plus, 60-64 ans, exerce une activité rémunérée. On a une forte augmentation, si vous voulez, dans la quasi-totalité, je crois, des pays européens. On arrive ainsi à des taux élevés en Finlande, 40%, et en Suède, 60%. Mais même en France, eh bien, le taux qui est nettement plus faible qu'ailleurs, le taux est passé de 10 à 18%. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, à 63 ans, 64 ans, il y aurait pas loin de 20% de la population qui exercerait encore un emploi rémunéré, sachant que cet emploi est souvent à temps partiel. Voilà. Maintenant, le bénévolat. Alors, le bénévolat, de quoi parle-t-on? Eh bien, c'est là que le statisticien intervient parce que, si vous voulez, quand on veut
traiter d'un problème relativement difficile comme le bénévolat, il y a absolument nécessité de bien préciser les contours, les définitions, on dirait les concepts, ce qui passe par l'acceptation d'un certain nombre de conventions. Donc, il a fallu dire ce qu'était un bénévole. Eh bien, le bénévole, c'est toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors du temps professionnel et familial. Ce qui veut dire que le temps passé, par exemple, par des grands-parents à l'aide aux leçons, eh bien, on ne sait pas très bien, mais elle ne sera prise en compte que si les grands-parents n'habitent pas, ce qui est quand même le cas le plus fréquent, chez les parents. Donc, si vous voulez, on voit là les difficultés qu'il y a. Donc, il y a des conventions. Donc, quand on parle de bénévolat, le plus souvent, on ne parle pas, si vous voulez, de l'aide accordée aux petits-enfants. Enfin, ça dépend des cas, oui, évidemment. La deuxième chose, si vous voulez, c'est, à propos du vocabulaire, la notion d'engagement. Pour un statisticien, l'engagement, eh bien, c'est en fait, on pourra dire, une sorte de mission de bénévolat, vous voyez. Ce n'est nullement, si vous voulez, l'engagement éthique auquel on voudrait croire, si vous voulez, dans un certain nombre dans certains cas, si vous voulez. Donc, autrement dit, la statistique a du mal à distinguer dans les enquêtes auprès des bénévolats ce qui revient à des engagements, on pourra dire sportifs, culturels, ou ce qui correspond à des engagements humanitaires, plus portés, si vous voulez, sur l'aide aux autres. Alors, quelques mots rapidement sur les différentes enquêtes pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Pour faire des mesures, eh bien, il faut faire des enquêtes par échantillon, ce qui coûte très cher. C'est pour ça qu'on est assez limité. Et on distingue les enquêtes, disons, qui sont réalisées par le service public, auquel cas ces enquêtes ont un caractère, si vous voulez, enfin, fonctionnent sur fonds publics. C'est la société qui décide, si vous voulez, de l'opportunité, par exemple, de faire une enquête sur le bénévolat. En l'occurrence, il existe une institution qui s'appelle le Conseil national de l'information statistique, on dira le petit parlement de la statistique, qui dit, ben voilà, les besoins actuellement, c'est des études sur la pauvreté, des études sur l'habitat, des études sur le bénévolat. Et à ce moment-là, l'enquête qui est réalisée par l'INSEE souvent, eh bien, pas uniquement, mais souvent, eh bien, aura un statut un peu spécial. Parfois même, elle sera obligatoire. Par ailleurs, donc, j'ai parlé de l'enquête de l'Eurobaromètre, j'y reviendrai. C'est également des fonds publics européens. Et puis, il y a toutes les enquêtes qui sont faites sur des initiatives privées. À ce moment-là, tel média, telle association, France Bénévolat, voire même un ministère, si vous voulez, mais pourra réaliser ou faire une enquête auprès d'un institut privé comme l'IFOP, la Sofres, etc. Sachant que, en l'occurrence, eh bien, France Bénévolat a commandé à l'IFOP en 2010 une étude auprès de l'IFOP, donc sur le bénévolat, où il ressort quelques résultats intéressants, me semble-t-il, qui situent bien, si vous voulez, la position du bénévolat dans la définition que j'ai indiquée. On peut considérer que 22% de la population âgée de 15 ans et plus travaille de façon bénévole dans une institution. 28%, c'est-à-dire un peu plus, si on inclut les organisations politiques, religieuses, syndicales, je pense aussi à certaines activités dans les municipalités, dans les petites municipalités, gestion d'une bibliothèque, je crois, des choses comme ça rentre dedans. Et puis alors, un pourcentage nettement plus élevé quand on inclut ce qu'on appelle le bénévolat informel, c'est-à-dire c'est toute l'aide que vous pouvez donner, si vous voulez, aux autres, sans passer par une institution. Ce sera par exemple l'aide que vous apportez aux voisins, quand vous faites des courses pour des personnes âgées, etc. Donc globalement, on peut considérer qu'il y aura à peu près 18 millions de personnes concernées en France.
Alors, on s'interroge pour savoir ce qu'il en est du bénévolat des retraités. Eh bien, là, j'ai mis un point d'interrogation parce que, en fait, les enquêtes ne sont pas très claires. Euh, Tantôt, si vous voulez, on va dire que les personnes âgées ont tendance, si vous voulez, à être plus impliquées. Alors, elles le sont, certes, mais elles le sont par le temps passé en moyenne. Mais en fréquence, ce n'est absolument pas sûr, les enquêtes ne sont pas très claires. Et l'autre chose importante, c'est le rôle des retraités dans les responsabilités, puisque une association sur deux est présidée par un retraité. Alors, l'IFOP, depuis quelques années, l'IFOP, excusez-moi, France Bénévolat, depuis quelques années, réalise pour son compte personnel toute une série, si vous voulez, d'enquêtes auprès des bénévoles. La dernière enquête date de 2012. Elle, elle rentre dans le cadre ce qu'ils appellent un baromètre des opinions des bénévoles. Je vous en renverrai, si vous voulez, je vous donnerai le lien. Mais l'information la plus intéressante, c'est que 78% des retraités considèrent, si vous voulez, que des retraités, quand ils font du bénévolat, sont satisfaits et ils trouvent donc un équilibre personnel. Alors ils vous disent, c'est facile à comprendre, que cela leur permet de conserver une vie sociale, des opportunités de rencontre et naturellement le sentiment d'utilité. Tout cela étant cité par environ 2 tiers des personnes concernées. Les autres réponses possibles, obligation de se secouer, évitement de l'ennui, de broyer du noir, c'est évoqué également, quoique plus rarement. Alors les difficultés rencontrées, eh bien des difficultés relationnelles, la difficulté d'être écouté dans l'association, et puis le sentiment parfois de ne plus être à la hauteur, manquer de dynamisme. Hein. Mais ces raisons, si vous voulez, pour disons, hésiter, ne seraient citées que par 10% de la population à chaque fois, sachant que plusieurs réponses sont possibles. Alors là encore, je vous renverrai, si vous voulez, aux résultats détaillés pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, parce que je voudrais continuer, s'il vous plaît. Alors, l'avenir du bénévolat. S'il y a sans doute un résultat, je suis toujours un peu prudent, mais on a de bonnes raisons de penser qu'il y a une forte augmentation du bénévolat au cours des dernières années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nombre d'associations enregistrées augmente. Ça, c'est tout à fait objectif. Alors, pourquoi justement une augmentation du bénévolat? Eh bien, la question, je n'ai pas la réponse évidemment, est-ce une réponse à la baisse du militantisme et également à la poussée de l'individualisme? Ça, ça serait, disons, ce sont des interrogations. Euh, Enfin, mais bon, voilà, ça c'est les côtés très positifs. Les côtés plus négatifs, eh bien, surtout certainement chez les personnes âgées, on a, bon, spontanément envie de comment dire, de s'investir dans le bénévolat, mais de s'investir jusqu'où? C'est-à-dire que pour certains, eh bien, on trouvera vite les limites parce que l'environnement familial va, si vous voulez, être un obstacle quand il s'agira, par exemple, d'accepter des contraintes sur l'emploi du temps. Donc, nécessité de plus en plus, si vous voulez, de formaliser les relations entre les bénévoles et les associations à travers des contrats de bénévolat et qui permettent de bien distinguer, si vous voulez, dissocier l'idée, si vous voulez, de bénévolat, c'est-à-dire le bénévolat n'est pas une activité au même titre que, si vous voulez, l'activité dans l'entreprise. La contrainte de l'entreprise est remplacée par l'envie de faire. Hein.
Et donc, il faut bien préciser dans quelles conditions se feront les travaux, si vous voulez, de bénévolat. Comme les relations entre le bénévole et le président, ce ne sont plus des relations d'autorité, hein, c'est une acceptation simplement des instructions. Voilà. Alors, les inquiétudes sont bien réelles, hein, et il apparaît absolument nécessaire aussi de former les bénévoles. De plus en plus, si vous voulez, cet aspect formation est jugé indispensable. Quant au soutien des pouvoirs publics, eh bien, il est incertain, comme vous le savez, puisque d'une part, les dons seront amenés, les dons des particuliers seront amenés à diminuer si des mesures sont prises, si vous voulez, s'agissant, si vous voulez, des niches fiscales. Il y a le fait que les conseils généraux, enfin les donateurs, eh bien, on est à peu près sûr, si vous voulez, qu'ils n'auront pas des budgets suffisants, si vous voulez, pour revaloriser les aides. Et d'autre part, on peut encore citer, s'agissant, si vous voulez, de la dépendance, eh bien, une étude de l'INSEE, auquel je vous renvoie également, montre que le nombre d'aidants potentiels dans les familles est appelé à diminuer par des raisons, si vous voulez, démographiques, hein. Tout ça, c'est tout à fait important à remarquer. Et puis enfin, au niveau de l'Europe, eh bien, vous avez entendu parler des restrictions qui risquent de se produire s'agissant du budget européen à l'horizon 2020, je crois. Réduction pour les associations alimentaires. Alors, pour terminer, puisque oui, oui, si vous voulez. Alors, non, je voulais encore parler de. J'ai encore des choses à dire, mais c'est pas grave. Non, c'est très bien. C'était plus rien à dire. Oui, alors, je me suis amusé. Non, si vous pouvez continuer. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je me suis amusé, si vous voulez, avec des petits slogans, faire du neuf avec les vieux, mais c'est pas une simple boutade. Parce que, si vous voulez, d'abord, personnellement, je peux le dire, je travaille dans une association de prospective rhénane. Eh bien, cette association, elle est largement, tenue par des personnes qui ont plus de 85 ans, enfin qui ont 85 ans, vous voyez, et ce sont parmi les plus dynamiques. Et c'est des gens qui ne veulent pas décrocher, qui ont quelque chose, si vous voulez, et non seulement, si vous voulez, ont des choses à dire, mais intéressent les autres, hein, les plus jeunes. Bon, on ne peut pas généraliser évidemment, mais il y a chez les personnes âgées, si vous voulez, un certain, si vous voulez, il y a l'expérience de la vie active, l'expérience de la population, des autres, hein, et également il y a du temps libre. Donc, c'est vrai que quand on a 70 ans, on a peu de chances de découvrir un nouveau théorème de mathématiques, hein. Là, si vous voulez, l'innovation, la créativité est certainement très affaiblie. Mais pour le reste, il ne faut absolument pas surestimer, si vous voulez, en moyenne, hein, la perte des capacités des personnes âgées. C'est pas moi qui le dis, hein. Je pense que d'autres pourront confirmer cela. Et donc, dans les associations qui ont toujours par expérience innové dans le social, eh bien, il y a des possibilités intéressantes. Alors maintenant, rapidement, s'il vous plaît, pour tenir l'horaire. Donc, je vous renverrai bien sûr encore une fois à l'Eurobaromètre que vous trouvez très facilement sur Internet, qui a été réalisé spécialement pour l'année 2012, pour l'année du vieillissement actif. C'est pour ça que j'ai mis Active Aging, hein, et la solidarité intergénérationnelle. Donc, en fait, c'est une étude qui est faite auprès de 1000 personnes dans chacun des pays de l'Union européenne, plus dans 4 pays, la Turquie, la Norvège, etc. Bon. Et parmi les thèmes étudiés, la perception du vieillissement, j'en ai parlé un petit peu, la place des seniors dans l'emploi, les retraites, les pensions, et deux questions liées au thème de notre journée, d'une part le bénévolat et d'autre part l'aide aux plus âgés à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire la solidarité intergénérationnelle vers le haut, sachant qu'il faudrait aussi tenir compte de l'autre aspect. J'ai quelques chiffres, mais je ne les donnerai pas parce que je vais
terminer maintenant, bientôt. Alors, j'ai deux graphiques, enfin deux graphiques pour montrer, si vous voulez, les comparaisons entre les pays. Et là, je suis extrêmement surpris des différences observées entre les pays. J'ai deux questions. Travaillez-vous de façon bénévole dans une organisation? Ça correspond en gros, si vous voulez, à la question de France Bénévolat, hein. D'ailleurs, on a les mêmes ordres de grandeur dans les résultats. Donc, on voit que la France se situe à peu près dans la moyenne européenne. Alors ça, c'est connu depuis longtemps. C'est connu depuis longtemps. On savait que les pays nordiques, notamment, et puis l'Angleterre, l'Allemagne, avaient une propension plus forte que les autres, si vous voulez, au bénévolat. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les trois pays qui ont les taux les plus faibles, même on pourrait dire les 5 pays. Ce sont tous, à part la Pologne, ce sont des pays du sud de l'Europe. Là, il y aurait matière à s'interroger sur les raisons de cet écart. Là, je n'ai pas vraiment réfléchi et je pense que la réflexion doit se faire en groupe ici. Et le deuxième graphique sur lequel vous pourrez revenir, ça y est, c'est prenez-vous soin personnellement d'un membre plus âgé de votre famille. Et la grande surprise, c'est de voir que la France, et de très loin, se détache des autres pays. Et l'on a, à l'inverse, si vous voulez, le pays où, si vous voulez, cette propension est la plus faible, c'est l'Allemagne. Là encore, si vous voulez, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir derrière ces chiffres. Là, par contre, la proximité de la France et de l'Italie est intéressante. Et dans les pays alors, il y a probablement, si vous voulez, un effet d'environnement familial, si vous voulez, puisqu'il faudrait voir comment les familles sont composées, etc. Donc, ce sont des éléments, c'est la statistique qui est présentée, si vous voulez, de façon totalement neutre, hein, à charge pour chacun d'essayer de comprendre ce qu'il en est. Et pour terminer, s'il vous plaît, une dernière chose que j'ai trouvée amusante, manière de dire la retraite ou de parler des retraités dans quelques pays. Donc, si vous voulez, si on regarde un petit peu le vocabulaire, eh bien, vous voyez, retraite en France rime avec des fêtes, hein, ou on bat en retraite, ou si vous voulez, c'est très négatif, hein. En anglais, c'est l'idée de retrait, retirement. En allemand, c'est le repos, on a bien travaillé, et c'est Rentner, alors Ruhestand, et Rentner, c'est l'allocataire, si vous voulez. En russe, c'est la démission, curieusement. Et alors en espagnol, j'ai trouvé ça très amusant, c'est la joie, en quelque sorte. Donc pour ceux qui connaissent l'espagnol, je crois ne pas avoir inventé ce mot, hein. Alors, je ne sais pas s'il y a encore, je crois que c'est fini maintenant. Voilà. Alors, le bénévolat s'épanouir en vieillissant, et l'État se désengage, et ben, engagez-vous. Voilà. Donc, nous remercions M. Aubry qui nous a présenté des données statistiques, et ce n'est pas toujours facile, d'une manière très accessible et très compréhensible. Encore un grand merci à M. Aubry.